Nous en sommes maintenant à la période de questions-réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Depuis son discours inaugural, on n'entend même plus parler de la classe moyenne dans le discours du premier ministre. On l'a vu la semaine dernière avec ses propos pour les 200 travailleurs de l'usine Vélan à Ville-Saint-Laurent dont les emplois sont menacés. Le premier ministre leur a dit que c'était une bonne chose que les emplois soient délocalisés en Inde. Monsieur le Président, j'ai jamais vu ça d'un chef d'État cautionner des pertes d'emplois au profit d'un autre pays. Comme je n'ai jamais vu un premier ministre se mêler d'un conflit de travail privé. Depuis des mois, le premier ministre du Québec profite à chaque occasion qu'il a pour s'en prendre aux syndiqués de l'aluminerie ABI à Bécancour. Le syndicat de l'usine a déposé une plainte à l'Organisation internationale du travail hier en raison de cette ingérence du premier ministre. Le premier ministre dit là-dessus, elle l'a dit au mois d'avril, j'ai préféré donner mon opinion pour accélérer le dossier. Je pense actuellement le parti qui doit faire le plus de compromis, c'est le syndicat. Il a ainsi coupé l'herbe sous le pied de son ministre du Travail qui travaillait sur un projet de règlement pour résoudre le conflit qui perdure depuis maintenant 17 mois. Pourquoi le premier ministre n'admet-il pas qu'il a commis une erreur politique en se mêlant du dossier? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je l'ai dit à plusieurs reprises, le conflit chez ABI a duré depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait 16 mois maintenant qu'on a 1000 employés à un salaire de 90 000 $ par année qui refusent l'offre de l'employeur. Pourtant, c'est le même employeur qui s'est entendu avec ses employés à Bécomo. Donc, j'ai donné mon opinion. Moi, je pense que les employés devraient considérer très sérieusement l'offre qui est là. Ça ne nuit pas seulement aux employés, ça nuit à toute la région de la Mauricie. On parle de 1000 emplois, une centaine de millions de masse salariale, mais on parle de 500 millions de dollars de retombées pour les sous-contractants, les fournisseurs, le commerce de détail de la région de la Mauricie. Donc, Monsieur le Président, c'est un conflit privé. En bout de ligne, ce sera aux employés à décider s'ils acceptent, oui ou non, l'offre patronale. Mais j'ai dit ce que j'en pensais et je souhaite, Monsieur le Président, que ce conflit soit réglé le plus rapidement possible. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Votre discours, Monsieur le Premier ministre, est très différent de ce qu'on a entendu pendant la campagne électorale. Quand vous étiez là en campagne électorale, vous avez dit que les coûts de main-d'œuvre d'ABI sont un peu moins élevés que les autres usines d'aluminium. C'est difficile de comprendre pourquoi il y a un lock-out. Donc, en septembre, l'usine était compétitive et maintenant, les travailleurs gagnent trop cher. Ce qui est difficile à comprendre, Monsieur le Président, c'est le pourquoi du changement de discours du premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est difficile de comprendre ce que propose le Parti libéral. On a au Québec un salaire moyen de 49 000 $ par année. Pour être capable de rejoindre l'Ontario, il faudrait l'augmenter à 53 000. Donc, ça veut dire que tout emploi qui est à plus de 53 000, ça nous aide à augmenter la moyenne du Québec. Quand on regarde les qualifications, quand on regarde ce qui est demandé aux travailleurs de l'aluminerie, 90 000 $, c'est un très bon salaire. Et malheureusement, je pense que ce ne serait pas facile pour plusieurs des employés de trouver un emploi comparable avec un salaire comparable. En terminant. Mais, Monsieur le Président, j'aimerais savoir exactement que propose le Parti libéral. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, vous n'avez pas, le premier ministre n'a pas levé le petit doigt pour défendre les 275 emplois de l'usine Dare à Saint-Lambert qui va fermer en 2020. Vous avez mis cette pression-là sur les travailleurs d'ABI et vous avez salué la délocalisation à l'usine Vélan de Ville-Saint-Laurent. Est-ce que le premier ministre est le porte-parole des patrons au Québec ou bien gouverne-t-il pour l'ensemble des travailleurs du Québec? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, on a vu que maintenant que le chef de l'opposition officielle n'a plus rien à dire sur ABI, il n'y a rien à proposer. Maintenant, il nous parle d'un autre conflit. Monsieur le Président, depuis que la CAQ est au gouvernement, le salaire moyen a augmenté plus rapidement au Québec qu'en Ontario et dans le reste du Canada. Quand les libéraux étaient au pouvoir, l'écart...
Je vois pas ce qu'ils trouvent drôle là-dedans, Monsieur le Président. Quand les libéraux étaient au gouvernement, l'écart de salaire avec l'Ontario était à 10 il est maintenant à 8 On va continuer à réduire cet écart, Monsieur le Président. On va continuer de créer des emplois payants. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle, votre attention à tous, s'il vous plaît. Bien, le premier ministre veut que je parle d'ABI, je vais y en parler encore. L'inquiétude grimpe actuellement chez les travailleurs et dans la région en raison des rumeurs de fermeture d'usines. À la fin mai, le premier ministre a rencontré le grand patron d'ABI à Washington. Peut-il au moins rassurer les travailleurs à l'effet qu'il n'a pas été question de délocaliser les emplois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je l'ai dit aux syndicats, je suis inquiet de la position qui est prise par le syndicat des métallos. Actuellement, le prix de l'aluminium est relativement bas, que ce soit Alcoa ou que ce soit d'autres entreprises qui ont des usines à beaucoup d'endroits dans le monde. Donc, pour moi, c'est très important que l'usine d'ABI réouvre ses portes. Et le Parti libéral devrait nous appuyer plutôt que d'essayer de faire, je vais faire attention à comment j'appelle ça, mais c'est surprenant pour un parti qui a déjà été un parti économique de ne pas être capable de bien comprendre les enjeux économiques. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, durant la campagne électorale, la Coalition Avenir Québec a proposé une réduction des seuils d'immigration, les faisant passer de 52 000 à 40 000. Se rendant compte que le milieu économique réagissait très mal et qu'il y avait réellement des pénuries de main-d'œuvre, ils ont ajouté le mot « temporairement ». Ne sachant pas trop ce que ça voulait dire temporairement, 1 an, 3 ans, on ne le savait pas. Arrivant au pouvoir, ils ont décidé de présenter un projet de loi, de réduire le nombre d'immigrants et, aux surprises, après à peine 6 mois, Monsieur le Président, on constate qu'ils réaugmentent les seuils pour atteindre le chiffre magique de 52 000. 52 000, c'était la proposition des libéraux, Monsieur le Président. Alors, est-ce que le ministre de l'Immigration peut se lever en cette Chambre et dire la seule chose qui a du sens? Nous avons été incohérents, nous le regrettons. Les libéraux avaient raison. Monsieur le Président, j'aimerais l'entendre. S'il vous plaît. La parole n'appartient, s'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au ministre de l'Immigration. Votre attention. S'il vous plaît. Monsieur le Président, le gouvernement de la CAQ est cohérent avec ses engagements. Lors de la dernière campagne électorale, lors de l'été 2018, nous avions dit que nous abaissions temporairement à 40 000 immigrants par année le nombre d'immigrants que nous accueillons. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait le 4 décembre dernier pour le plan annuel de l'année 2019, 40 000 immigrants que nous allons accueillir cette année. On a fait les choses dans l'ordre, Monsieur le Président. L'objectif du gouvernement, c'est de mieux accueillir, de mieux sélectionner, de mieux franciser et surtout de s'assurer de l'intégration en emploi des personnes immigrantes en fonction de leur profil de compétences. C'est pour ça que j'ai déposé le projet de loi 9 que le Parti libéral s'entête à ne pas vouloir adopter. Par la suite, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on a fait? Mon collègue des Finances a consacré 146 millions de dollars par année pendant 5 ans, 730 millions, 42 d'augmentation du budget du ministère de l'Immigration pour mieux accompagner, avoir un parcours d'accompagnement personnalisé pour toutes les personnes immigrantes. Monsieur le Président, ce que j'ai déposé vendredi dernier, c'est une proposition pour la planification pluriannuelle pour les années 20, 21, 22. 1 an, c'est temporaire. Comme nous l'avions dit, nous, on respecte nos engagements. Vous n'êtes pas habitués d'entendre ça. Première complémentaire, la parole appartient à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le ministre dit que sa priorité, c'est de faire avancer son projet de loi 9. Pourtant, la semaine dernière, il a passé 16 de son temps en commission sur le projet de loi 9. 84 de son temps, là, il l'a passé sur une autre commission. Monsieur le Président, la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose de prioritaire et qu'il consacre 16 de son temps, j'espère que vous allez lui dire qu'il faudrait qu'il augmente un peu ce chiffre pour avoir l'air minimalement crédible. Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, parlons-en du projet de loi 9. Ça fait plus de 47 heures, 28 minutes qu'on est en étude détaillée pour un projet de loi de 21 articles. Alors que lorsque la députée de Notre-Dame-de-Grâce, alors qu'elle était ministre de l'Immigration, qui a adopté une nouvelle loi sur l'immigration qui abrogeait l'ancienne, il y avait 125 articles dans le projet de loi. Ça a pris 23 heures, Monsieur le Président. Alors, je ne qualifierai pas l'attitude du Parti libéral en commission parlementaire.
Mais chose certaine, il y a 8 organismes économiques vendredi dernier qui sont sortis, qui souhaitaient que le projet de loi sur l'immigration soit adopté d'ici la fin de la session, parce que dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins économiques, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il me semble que la candidate à la chefferie devrait comprendre ça, que c'est important, les entreprises. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je vais vous demander un peu de retenue et d'attention, Monsieur le leader de l'opposition officielle. S'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai l'impression que le premier ministre a déteint sur son dauphin. Je lui demanderai, s'il vous plaît, de l'appeler par son titre. Monsieur le leader du gouvernement. Bon. Monsieur le Président, au moins un dauphin, c'est un mammifère, fait qu'on est dans la bonne catégorie. Je pense que, quand même, on doit s'assurer d'interpeller les députés par leur titre et par leur nom de circonscription. Donc, je serai gré au député de Jean Talon de me désigner comme député de Bordua. Écoutez, non, s'il vous plaît. Alors, on comprend que vous êtes parlé. On s'appelle par son titre. Merci. La parole appartient à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, combien d'amendements pensez-vous que nous avons fait adopter dans le projet de loi 9? 2, 4, 6, un total de 10 amendements. Ça prouve le sérieux de la démarche du Parti libéral à la Commission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Parti libéral du Québec ne peut pas être tenu responsable de l'incapacité du ministre à planifier ses travaux, à coordonner ses activités et à livrer la marchandise. Monsieur le ministre de l'Immigration, encore une fois, silence. Monsieur le Président, en termes de planification des travaux parlementaires, je suis assez fier de ce qu'on a réalisé à faire, parce que la session va démontrer que le gouvernement a réussi à adopter un nombre important de projets de loi qui vont apporter du changement au Québec, des réformes qui devaient être faites. Pour le projet de loi sur l'immigration, c'est extrêmement important de l'adopter d'ici la fin de la session. Écoutez, il y a 8 organismes économiques qui demandent au Parti libéral d'entendre raison et de faire avancer le projet de loi. Monsieur le Président, l'économie, pour nous, c'est important, c'est prioritaire. Si le Parti libéral veut laisser des entreprises et des employeurs en difficulté, ça leur appartient. Pour nous, c'est prioritaire et nous allons faire en sorte que le projet de loi 9 soit adopté. C'est fondamental. Question principale. Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Merci, Monsieur le Président. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement triste au mois d'avril avec le décès de cette fillette de Granby. Le premier ministre, que nous avons tous et toutes salué dans cette Chambre pour la création difficile, accouchement un petit peu difficile, mais accouchement tout de même, avec un bébé, je pense, qui va bien se porter, je l'espère, donc pour faire une commission spéciale. Pendant ce temps-là, la vie continue. Pendant ce temps-là, il y a des tonnes d'enfants qui attendent sur une liste d'attente. Pendant ce temps-là, le ministre a, depuis son arrivée, le ministre délégué à la Santé, deux rapports importants, dont un dit on est au point de rupture, et c'est un document de son propre ministère. Quand le ministre va-t-il présenter, s'il vous plaît, un plan précis d'action pour justement diminuer les listes d'attente? Ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, je remercie la députée Marguerite Bourgeois de sa question, mais on va mettre les choses au clair. Le plan dont tout le monde parle est celui des libéraux. Nous, on s'est mis en action dès le mois de janvier, parce qu'après avoir lu ce plan, qui était plutôt vague, j'ai décidé de rencontrer les DPJ pendant 2 demi-journées pour décider quelles sont les priorités à régler le plus rapidement possible. Et on a fait consensus sur un problème particulier, et je ne cesse de le répéter, et c'est la première partie de notre plan, c'est vraiment de consolider les équipes, valoriser les équipes et stabiliser les emplois au sein de la DPJ, Monsieur le Président. Maintenant, nous avons réussi à faire débloquer 18 millions de dollars par le ministre des Finances, qui n'était pas prévu initialement, pour justement régler ce problème-là. Les sommes, la semaine dernière, ont été envoyées vers les établissements pour commencer à engager 150 postes pour cette stabilisation des équipes, Monsieur le Président. D'ailleurs, on apprenait la semaine dernière que le CIUS Centre-Sud avait affiché 50 postes. Donc, nous sommes en action. Nous attendons la suite pour les listes d'attente, mais nous avons déjà commencé. En terminant, nous faisons les choses dans l'ordre, comme le premier ministre me l'a demandé. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois.
Mais le ministre confirme plusieurs choses. D'abord, qu'il n'y a pas assez d'argent. Il le dit ce matin dans l'article, il le déclare. C'est pas assez de 18 millions. Le syndicat a dit que ça va en prendre 270. Puis son premier ministre a dit 2 fois dans la conférence de presse, vous étiez là, les journalistes étaient là, bien, écoutez, venez me voir, la porte est grande ouverte s'il y a plus de besoins. Quand attendez-vous pour aller sonner à la porte du premier ministre, Monsieur le ministre délégué? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, le Premier ministre l'a dit lui-même, le jour de l'incident, je suis allé m'asseoir dans son bureau. Donc, je n'ai pas du tout attendu pour aller sonner à sa porte. Deuxièmement, ce que l'on demande, c'est qu'on demande à chaque établissement de nous envoyer leur plan régional pour vider les listes d'attente. La députée devrait savoir que d'une région à l'autre, l'organisation est variable, les besoins sont variables, les besoins ne sont pas uniformes. Donc, une fois qu'on va avoir reçu ces plans-là, nous allons les analyser comme il faut et nous allons décider quels sont les montants alloués qui seraient nécessaires, en plus de ce qui se fait actuellement avec le 18 150 postes qui est déjà distribué dans toutes les régions. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Justement, le ministre dit la raison pourquoi je ne suis pas précis, c'est que le processus prend du temps. Pendant ce temps-là, les enfants vulnérables, c'est ça une liste d'attente, ce sont des enfants vulnérables qui attendent. Alors, on n'a plus le temps d'attendre. La porte est ouverte, même après le drame de Granby. Le premier ministre vous a encore ouvert la porte. S'il vous plaît, allez le voir pour avoir plus de gens, plus de ressources, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Non, je crois que je n'ai pas de leçon à recevoir de Madame la députée Marguerite-Bourgeois là-dessus, cependant. Non, vraiment, c'est important d'avoir les données de chaque établissement pour décider quels sont les besoins, pour régler le problème une fois pour toutes. Il y a eu plusieurs blitz pour vider les listes d'attente qui ont été faits dans le passé, et chaque fois, les listes d'attente se sont réaccumulées. Nous, on s'organise pour régler le problème une fois pour toutes, pour tous les enfants du Québec, parce que maintenant, c'est les enfants en premier, Monsieur le Président. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les travailleurs l'AKT d'ABI et les chauffeurs du taxi ont fait front commun pour demander à la CAQ d'arrêter de prendre le parti des multinationales contre les gens ordinaires qui travaillent fort. Ils disent que le gouvernement caquiste les a abandonnés, que le gouvernement caquiste préfère défendre les multinationales plutôt que leur travail honnête. Ils ont beaucoup à dire au premier ministre, mais le premier ministre n'a pas tout à fait l'air sensible à leur situation. Alors, je vais leur prêter ma voix avec leur prise de parole de ce matin. Et je les cite. « Aujourd'hui, ce sont les gens d'ABI, les chauffeurs de taxi. Mais demain, ce sera d'autres domaines, d'autres travailleurs. La priorité numéro 1 du gouvernement de la CAQ devrait être le bien-être des Québécoises et des Québécois, pas des multinationales. » Ça, c'est Kamal, du regroupement des travailleurs autonomes de taxi. Je cite encore, « En prenant le parti de la multinationale Alcoa, de façon répétée, le premier ministre a fait échouer les négociations et conforter la compagnie dans ses demandes de réduction des emplois et des conditions de travail. » Ça, c'est Clément d'ABI. Ces gens-là, ils travaillent dans des domaines différents. Certains sont nés au Québec, d'autres sont arrivés récemment. Ils vivent la même chose, l'abandon du premier ministre. Ils sont venus ici pour vous dire ce matin des choses. Ils vous écoutent présentement. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la chef du deuxième groupe d'opposition nous parle de 2 dossiers. D'abord, le dossier d'ABI, où il y a une offre sur la table à 90 000 par année. Il y a beaucoup de Québécois qui aimeraient être à la place des travailleurs d'ABI. Ensuite, elle nous parle des chauffeurs de taxi. Le gouvernement a mis sur la table 800 millions de dollars, 800 millions qui vient de l'ensemble des contribuables pour que chaque chauffeur de taxi se fasse rembourser 100 % du prix qu'il a payé pour son permis. S'il a payé 50 000 $, il va recevoir 50 000 $. S'il a payé 200 000 $, il va recevoir 200 000 $. Zéro perte, Monsieur le Président, de demander plus que ça aux contribuables, ce ne serait pas équitable. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Dans le dossier du taxi, il défend Uber. Dans le dossier d'ABI, il défend Alcoa. Dans le dossier de Velan, il défend la délocalisation. Donc, jusqu'à maintenant, depuis son élection, le premier ministre a toujours répondu de la même façon.
Les travailleurs ont toujours tort et les multinationales ont toujours raison. Est-ce que le premier ministre peut m'expliquer pour lui, c'est quoi la différence entre un chef d'État et un chef d'entreprise? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, est-ce que la chef du deuxième groupe d'opposition parle aux jeunes, entre autres dans son comté à Montréal? Elle semble déplorer la nouvelle approche d'économie de partage qui permet aux consommateurs, il n'y a pas seulement une entreprise, puis si on a le moindrement de vision, bien, il y en aura toutes sortes d'entreprises qui feront de l'économie de partage pour le bien des consommateurs, entre autres les jeunes. Moi, j'invite la chef du deuxième groupe d'opposition à aller sur le terrain dans son comté, de demander aux jeunes dans son comté s'ils prennent seulement les taxis ou s'ils prennent des formes comme Uber d'économie de partage. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Les jeunes parlent de changement climatique, pas de gaz naturel liquéfié. Pour le premier ministre, les salariés de Bélan ne font pas assez d'argent. Salariés d'ABI en font trop. Puis de joindre les deux bouts pour les chauffeurs de taxi, ça, ben c'est pas bien grave. Mais ils ne scandalisent jamais des salaires des PDG d'Alcoa à 13 millions, PDG d'Uber, pas bien l'économie de partage, ça. 45 millions, pour lui, ça, c'est normal. Pour qui travaille le premier ministre? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le premier ministre travaille pour l'ensemble des Québécois. L'ensemble des Québécois mettent sur la table 800 millions de dollars durement gagnés pour rembourser le prix qui a été payé, pour rembourser 100 % du prix qui a été payé pour les permis de taxi. Pour qui travaille la chef du deuxième groupe d'opposition? Combien veut-elle fouiller dans les poches des Québécois? Est-ce qu'elle veut ajouter 100 millions, 200 millions, 1 milliard de plus au yard de la dépense? C'est ça, Québec solidaire. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, au Parti québécois, nous sommes d'avis que le projet de loi sur l'immigration doit être adopté d'ici vendredi pour que le nouveau système soit opérationnel. Or, il y a de la résistance. Il y a de la résistance au Parti libéral, il y a de la résistance à Québec solidaire et il y en a aussi avec le gouvernement. On doit tous s'entendre pour adopter cette loi qui va l'être de toute façon. Alors, je demande évidemment aux oppositions de collaborer, mais j'ai une demande aussi pour le gouvernement. Je lui demande d'inscrire dans la loi que les 18 000 dossiers seront automatiquement transférés vers le nouveau système. En vertu de ces paramètres, une entente est possible dont tout le monde sera gagnant, le gouvernement, les oppositions, mais surtout le Québec serait gagnant. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour accepter cette proposition et adopter le projet de loi d'ici la fin de semaine avec un compromis qui m'apparaît raisonnable? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, ce que le chef du troisième groupe d'opposition doit comprendre, c'est que les 18 000 dossiers qui ont été déposés, qui représentent 50 000 personnes, qu'on doit utiliser pour choisir ou non ces personnes-là, les critères qui étaient en place au moment où la demande a été faite. On le sait, ces critères-là ne répondent pas aux besoins des entreprises. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que oui, ces personnes qui le souhaitent déposent leur dossier sur le programme ARIMA et qu'on puisse enfin prioriser les nouveaux arrivants qui répondent aux besoins des entreprises de chacune des régions du Québec. Pourquoi le Parti québécois s'oppose-t-il à ce qu'on change dès maintenant le système pour choisir les nouveaux arrivants? Pourquoi s'oppose-t-il à aider les entreprises dans les régions du Québec? Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, hier, j'étais à Montréal et j'étais présent dans la salle lorsque le premier ministre a fait sa conférence à la conférence de Montréal. Et il énumérait les avantages pour le Québec, pour la prospérité et puis la stabilité de son gouvernement. Il m'apparaît que de régler ces dossiers, ça fait partie de la parole donnée, ça fait partie de l'image du Québec et on aurait intérêt à bien régler ces dossiers. Ce serait un bon départ et le système va être changé avec de nouveaux critères, on va pouvoir avancer. Il me semble qu'on n'est pas loin d'une entente entre les formations politiques si on peut régler ces 18 000 dossiers. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, sur l'ensemble des immigrants au Québec à chaque année, il y en a seulement 60 % qui font partie de ce qu'on appelle l'immigration économique. Si je suivais la recommandation du chef du troisième groupe d'opposition de traiter les 50 000 personnes, ça voudrait dire que ça prendrait
1 an et demi avant qu'on commence à répondre aux besoins des entreprises. Qu'a-t-il contre les entreprises de toutes les régions du Québec? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, si on affecte les ressources nécessaires, on est capable d'y arriver. On est capable de faire preuve de diligence, de traiter les dossiers. C'est du vrai monde. C'est un dossier humanitaire. C'est des gens qui ont choisi de venir au Québec contribuer avec nous. Il me semble qu'on est capable d'y arriver et aussi d'avoir un nouveau système qui respecte les besoins de main-d'œuvre partout au Québec. C'est la proposition que je fais au premier ministre. Premier ministre. Donc, Monsieur le Président, si je comprends bien le chef du troisième groupe d'opposition, il nous dit « Faites passer les 50 000 personnes avant les besoins du marché du travail, utilisez les anciens critères, perdez 1 an et demi avant de répondre aux besoins des entreprises. » Je m'excuse, Monsieur le Président, ce n'est pas ce qu'on va faire. On a 8 associations patronales qui nous disent « Adoptez le projet de loi, mettez tout de suite en place le nouveau programme, remboursez le 1 000 qui a été déboursé, puis mettez en place Arima tout de suite pour répondre à notre économie. » Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, pas parce que le premier ministre commence à parler plus fort et répéter les mêmes affaires que ça devient vrai pour autant. Quand il parle d'économie de partage, de quel partage on parle? Parce que Uber et Amazon, la dernière fois que j'ai regardé, ils mettaient leur argent dans les paradis fiscaux, pas dans les impôts et les poches des Québécois. Alors, si on veut vraiment défendre les entreprises ici, ça prend une stratégie numérique qui a du sens. En ce moment-là, Oberson, Descorps-Véronneau, Ricardo, ça, c'est des entreprises québécoises. En 2017, le gouvernement libéral a déposé un plan de 4,6 millions de dollars qui aidait nos entreprises québécoises à faire le virage numérique. Et vous savez quoi? Ça a rapporté en vente, 66 millions de dollars. En taxes, 6,6 millions de dollars. En impôts, 1 million de dollars pour un gros montant de 73 millions de dollars. Donc, 1 dollar bien investi en rapporte 16 dollars dans l'économie du Québec. Ça ne prend pas un doctorat en fiscalité pour comprendre ça. Est-ce qu'un des ministres là-dedans va réaliser que c'est important d'investir dans l'économie québécoise? Monsieur le leader du gouvernement. Pour le dépôt du tableau, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Consentement pour le dépôt du document. Consentement. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, nous allons déposer dans les prochains jours le programme renouvelé d'Investissement Québec et le premier objectif est de combler le décor de productivité. Ce à quoi on s'attarde intensément depuis plusieurs mois et dedans, il va y avoir l'optimisation de nos procédés de fabrication, il va y avoir la numérisation. Il y a des sommes d'argent importantes qui ont été allouées au niveau du budget d'opération du ministère. Il y a des sommes importantes au niveau du capital qui ont été approuvées aussi pour pouvoir aider les sociétés à se numériser et éventuellement profiter de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que nous avons tous les ingrédients, on en a parlé déjà, pour permettre une numérisation accrue des entreprises québécoises qui vont bénéficier évidemment d'un tel support du gouvernement. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Une stratégie, ça comprend un plan. En ce moment, il y a 25 millions de colis qui viennent des États-Unis, 10 millions qui viennent de la Chine. Nous, c'est le Québec d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que ce soit les entreprises québécoises qui puissent faire des affaires au même pied d'égalité? Est-ce que vous avez une stratégie fiscale pour vous assurer que les Amazones de ce monde payent leurs impôts au Québec? Est-ce que vous allez nous donner 5 millions pour les entreprises québécoises pour faire le stratège numérique? On ne vous demande pas 5 millions, on vous en demande 5. Vous avez compris, Madame la députée, que ce n'était pas des tableaux didactiques. Je demanderai à répondre au ministre de l'Économie. Non, c'est pas didactique. Là, je m'excuse. Je sais que vous aimeriez, mais c'était pas ça. Monsieur le ministre de l'Économie. Écoutez, Monsieur le Président, il y a plusieurs parties à la réponse. Il y a la question de la fiscalité internationale. Je pense que le G20 se préoccupe de ça, le CDE. On travaille étroitement avec eux autres. On est la province de Québec. Moi, ce qui me concerne, au niveau du ministère de l'Économie, nous avons les budgets appropriés pour permettre aux compagnies québécoises de passer à travers le passage numérique en continuation de ce qui est fait dans le passé, et on a même accéléré ce montant-là. Alors, la promesse que nous pouvons faire comme gouvernement, ce que nous contrôlons, ce n'est pas la fiscalité nationale, c'est s'assurer que les compagnies québécoises bénéficient des supports du gouvernement, ce qu'ils vont recevoir dans les prochains mois et années. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Bien, voyons donc. Avez-vous renoncé à la souveraineté québécoise en matière d'impôts? C'est pas l'OCDE qui régit nos lois fiscales au Québec, c'est le gouvernement du Québec. La semaine dernière,
Le député est en charge de la stratégie numérique a dit qu'elle allait donner correctement les données québécoises. Ça, c'est un tableau, M. le Président. Il va donner quoi là-dedans? Le nom, le numéro d'assurance sociale, la déclaration de revenus, acquis à Amazon, Google, ne paye pas d'impôts ici. Alors pourquoi qu'on va leur donner des données privilégiées et inestimables? Avez-vous une stratégie numérique pour les Québécois ou pas? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je veux juste rappeler à tout le monde deux concepts. Au niveau du numérique et de la taxe de vente, c'est le concept de destination. Le Québec est un leader. Nous avons commencé à taxer ces géants sur le numérique et bientôt, nous taxerons les entreprises du reste du Canada. Au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est le concept d'établissement qui prévaut dans l'ensemble du monde. Alors, c'est là où l'entreprise réside qu'elle paye ses impôts. Et bien sûr, c'est un problème parce que la plupart de ces entreprises sont américaines. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une solution internationale avec le G20 et l'OCDE. Et on nous promet une réponse pour deux. Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. On le sait, au Québec, en ce moment, il y a 3300 noms sur la liste d'attente de la protection de la jeunesse, 3300 enfants qui attendent de l'aide. C'est énorme, c'est trop, mais la liste ne s'arrête pas à 3300. On a recueilli des témoignages auprès des gens qui travaillent dans le réseau et ce qu'ils nous disent est choquant pour répondre aux exigences de rendement qu'on exige d'eux. Les intervenants de la DPJ se font confier certains dossiers sans pouvoir assurer un suivi, parfois. Ces dossiers-là ne sont pas sur les listes d'attente, ils ne sont pas dans la charge de cas des intervenants, ils sont dans les limbes de la protection de la jeunesse. Dans le réseau, on appelle ça des listes cachées. Est-ce que le ministre délégué aux services sociaux est au courant de ces pratiques? Est-ce qu'on peut savoir combien il y a réellement d'enfants qui attendent qu'on s'occupe d'eux au Québec? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Je remercie le député de sa question. Puis effectivement, il soulève un point qui est important, c'est l'intervention en amont de la DPJ. Donc, nous, notre approche par rapport à cela, et c'est en fait le projet phare pour lequel je me suis impliqué, c'est l'amélioration des services de première ligne pour les enfants en situation de négligence. Donc, effectivement, beaucoup d'enfants sont référés à la DPJ alors qu'ils n'ont pas eu de service en première ligne, en amont de la DPJ. C'est un petit peu la seule façon pour les enfants québécois d'avoir des services, c'est d'être envoyés à la DPJ. Nous, on veut faire un virage complètement à 360 là-dessus. Là. Fait que nous, on injecte 48 millions, puis à terme 88 millions, pour s'assurer que dès que les enfants ont un besoin, dès qu'un parent a un besoin, on va pouvoir commencer à les aider au niveau des CLSC, des services de première ligne. Avec ceci, on va être capable de diminuer les besoins au niveau de la DPJ, on va libérer nos intervenants et aussi libérer ces besoins qui sont excessifs et ces listes d'attente qui sont excessives au niveau de la DPJ. Donc, on agit en amont et au niveau de la DPJ. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Je suis content de voir que le ministre est au courant de la situation. Je suis plus surpris de voir, par contre, qu'on n'a pas vraiment de chiffres là-dessus. Je trouve que c'est quelque chose qui est inquiétant et si je pouvais faire une recommandation, ce serait qu'on essaye le plus rapidement possible de savoir combien d'enfants en ce moment sont sur les listes cachées, en plus des listes officielles. Et une autre question, j'aimerais savoir, est-ce qu'au ministère, on a calculé les besoins véritables globaux pour pouvoir répondre en ce moment aux besoins des intervenants de la DPJ? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, je vais répéter un peu ma réponse que je faisais à la députée de Marguerite Bourgeois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapidement demandé à tous les établissements de nous envoyer leurs besoins pour vider ces fameuses listes d'attente-là, que l'on veut éliminer le plus rapidement possible. Maintenant, comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, les besoins sont différents d'un établissement à l'autre, et ce qu'on veut, c'est vraiment résoudre les besoins de façon individuelle d'une région à l'autre. Donc, nous attendons ces chiffres. Une fois que nous les aurons, nous allons intervenir pour combler, en plus du 18 millions qui a déjà été versé, pour renforcer les équipes et valoriser ces équipes qui sont déjà sur le terrain en train d'agir pour nos enfants et qui ont nos enfants à cœur. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Merci. La PTS évalue les besoins du réseau à 270 millions. Je sais que vous êtes en train, au fond, de calculer ça, c'est ce que vous me dites. Est-ce qu'on peut savoir, d'une part, si vous reconnaissez que le chiffre de 270 millions est une bonne estimation approximative, et d'une part, quand est-ce qu'on va avoir le vrai chiffre,
s'il y a un échéancier qu'on peut avoir là-dessus. Merci. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, on a demandé aux établissements de nous envoyer leurs chiffres le plus rapidement possible. Je crois que 270 millions sans autre évidence ne peut être pris pour acquis. Il faut vraiment voir comment les besoins se déclinent région par région avant de pouvoir donner un vrai chiffre et intervenir. En plus, le fait de consolider les équipes, nous croyons, vont régler le problème qui était le plus important aux yeux de la DPJ. Et oui, je suis en contact régulièrement. Je lui ai parlé le 31 mai à la présidente de la PTSQ et je la tiens au courant de nos démarches. Et elle aussi, on travaille ensemble pour régler ce problème qui, encore une fois, nous tient à cœur, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voici les mots d'un citoyen sinistré de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ce qui nous pend au-dessus de la tête, c'est de tout perdre ce pourquoi on a travaillé toute notre vie. En fin de semaine, ils étaient plus de 200, des hommes, des femmes et des enfants manifestés dans les rues de cette municipalité durement éprouvée. Du monde bien ordinaire, comme pourrait les décrire la ministre de la Sécurité publique. Ces gens essaient de se faire entendre d'un gouvernement qui les ignore. Depuis la rupture de la digue, leur vie est en suspens. Le programme d'indemnisation caquiste est mal adapté à leur réalité. Il s'agit de familles qui s'étaient établies en zone non inondable et qui ont été frappées de plein fouet par le bris de la digue. La ministre de la Sécurité publique est bien au fait de la situation, puisqu'elle a en main ce document depuis 2 semaines et que son sous-ministre a rencontré les familles en fin de semaine et leur a dit qu'il porterait leur message. Peut-elle les rassurer et leur garantir que le programme sera modifié et qu'il reflètera la valeur de leur maison avant l'inondation? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci pour la question, parce que d'une certaine façon, c'est important, oui, d'en reparler, de témoigner à nouveau notre sympathie à l'endroit de toutes les personnes sinistrées du Québec, Monsieur le Président. On a déjà abordé à plus d'une reprise le sort malheureux des sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La députée d'Acadie le sait, de même que la députée de Vaudreuil, on les a rencontrés. On a rencontré un groupe représentant ces citoyens tout ensemble. Ces citoyens ont également rencontré le personnel du bureau du premier ministre. Donc, nous sommes à l'écoute. Nous sommes très au fait de la situation. Je l'ai déjà dit mot pour mot ici, Monsieur le Président. Nous sommes conscients du fait que la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac est exceptionnelle et nous devons y répondre par des moyens exceptionnels, puisqu'effectivement, le programme, dans sa forme actuelle, normée, ne convient pas à l'ensemble des personnes qui ont été touchées par les inondations cette année, raison pour laquelle je travaille sur des stratégies parallèles pour être capable de répondre aux besoins de chacun en fonction des particularités de la situation de chacun. Donc, je rassure tout le monde ici en cette Chambre et surtout, je rassure les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, nous sommes au travail pour eux. Première complémentaire, Madame la députée de l'Acadie. Monsieur le Président, le temps presse. Les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doivent prendre des décisions maintenant. Ils veulent être relocalisés sans être endettés jusqu'au cou. Les camions satellites sont partis, les caméras aussi. Les sinistrés sont toujours devant l'inconnu, aux prises avec ce cauchemar. Une réponse simple à une question claire. À quel moment, quand ces sinistrés verront-ils la lumière au bout du tunnel? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, Monsieur le Président, je l'ai dit, on est en train de travailler sur la situation. La situation, elle est non seulement exceptionnelle, mais elle est complexe. Le Parti libéral devrait être bien placé pour comprendre que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Dans leur cas, ils nous ont laissé en plus plusieurs dossiers de 2017 pas réglés. Une autre chose sur laquelle je me dois de travailler, donc il y a plusieurs choses à régler, Monsieur le Président, mais je veux rassurer tout le monde, je suis en train de finaliser une stratégie qui va me permettre de clore une fois pour toutes des vieux dossiers en suspens qui, eux aussi, démoralisent nos citoyens en passant. Je sais que ça ne les intéresse pas, mais c'est bon de le rappeler quand même. Et je travaille aussi sur une stratégie parallèle pour la situation particulière et exceptionnelle des gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Oui, Monsieur le Président, hier, j'étais avec plus de 300 sinistrés du Pontiac et tout le monde avait une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er mai, tous les députés ici en cette Chambre ont voté pour la tenue d'une commission scientifique sur la gestion des barrages. Mais le même jour, le premier ministre, lui, refusait une telle enquête. Et depuis, plus rien. Par respect pour les citoyens qui ont eu 3 pieds d'eau dans la cuisine et qui veulent juste comprendre ce qui s'est passé, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut leur dire clairement, est-ce qu'il va y avoir, oui ou non, une commission indépendante sur la gestion des barrages? Madame la ministre de la Sécurité publique.
Bien, Monsieur le Président, il y a un groupe d'action ministérielle, comme le sait le député de Pontiac, qui est en train de travailler, que je préside avec un certain nombre de mes collègues, et il y a plusieurs questions qui doivent être abordées. Le fait est, Monsieur le Président, je sais encore une fois qu'il n'aime pas ça entendre ça, mais la réalité, c'est qu'il y a des décisions qui ne se sont pas prises au cours des dernières années. Il y a un laxisme qui a eu cours au cours des dernières années, si bien qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où on doit enfin mettre en place les moyens et prendre les décisions courageuses qui s'imposent. Nous allons le faire, Monsieur le Président, mais il faut le faire de manière ordonnée, de manière intelligente et de manière scientifique et rigoureuse. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Et pour la situation de Pontiac, le député sait très bien qu'on était présent hier et aujourd'hui et demain en bureau Question principale, Madame la députée de Verdun. Comme dans de nombreux domaines, le monde de la culture et des communications se transforme. Les modèles d'affaires sont complètement chamboulés. La culture et les communications sont le reflet de qui nous sommes, de notre identité et servent de ciment à notre société. C'est pourquoi je veux être le plus constructive possible comme porte-parole de l'opposition et que je propose des solutions concrètes à des problèmes complexes. C'est dans cet esprit qu'on dépose aujourd'hui une motion visant à demander au gouvernement fédéral de pouvoir percevoir la TPS auprès des fournisseurs des services étrangers en ligne sur le territoire du Québec afin de soutenir les médias d'information du Québec dans un esprit d'équité et de justice. En pleine crise des médias de l'information, la ministre doit agir. La ministre peut-elle déposer un plan d'action d'ici vendredi à tous les parlementaires, car les médias, c'est l'affaire de nous tous. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de constater que ma collègue de Verdun a lu la lettre ouverte qui a été publiée de ma plume samedi dernier et qui dit justement qu'on y travaille depuis des mois parce que cette réalité, le numérique, transforme actuellement toutes les entreprises de communication, télécommunication, en fait tout l'univers culturel. Et c'est une réalité que d'autres gouvernements voyaient venir, mais n'ont pas agi, et nous agissons. Ma collègue dit qu'elle veut faire une motion de façon constructive. Je lui répondrai que des actions, nous en prenons actuellement et qu'elle défonce une porte ouverte, puisque nous travaillons actuellement à des solutions concrètes. D'ailleurs, je signifie à cette Chambre ici que les 18 et 19 juin prochains, je serai en conférence avec les ministres de la Culture et du patrimoine de tout le Canada. Nous allons justement, à nouveau, tenter de trouver des solutions viables et pas seulement, Monsieur le Président, un diachylon, puisque c'est une situation complexe. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Le ministre a reconnu hier que le problème dans la transformation des médias, c'est que, et je la cite, les lois qui sont fédérales n'ont pas suivi cette évolution et que les lois doivent être modifiées. Si c'est le cas, pourquoi la ministre n'a pas cru bon d'agir en janvier dernier en déposant un mémoire à Ottawa auprès du CRTC qui travaille justement à revoir les lois en radio et en télédiffusion? Le gouvernement caquiste a manqué une occasion de faire entendre la voix du Québec. Est-ce que la ministre peut le reconnaître enfin? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il y a eu une consultation au CRTC. C'est une consultation. On écoute les gens. Le gouvernement travaille de gouvernement à gouvernement. Actuellement, je suis en pourparlers avec mon homologue, le ministre fédéral, M. Pablo Rodriguez, sur cette question épineuse. Et soit dit en passant, il y a cette consultation, mais on n'est pas encore au stade de la révision des lois. Et ça, c'est là qu'il faudra agir, parce que c'est ça qui sera intéressant et c'est là que nous devrons intervenir, pas au processus de consultation. Par ailleurs, je disais justement que nous travaillons, que la députée défonce une porte ouverte et que mes collègues également participent à cette réflexion, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. La ministre, dans ses réponses, lance toujours le blâme sur le travail des oppositions ou des gouvernements antérieurs. C'est toujours la même chose. Mais pire encore, elle critique le travail qui sont faits en commission parlementaire où les gens de son propre gouvernement siègent. Aujourd'hui, je lui offre l'occasion d'aller chercher de l'argent pour les médias de l'information du Québec. Ça, c'est pas une porte qui était déjà défoncée, Madame la ministre. Est-ce que vous allez saisir cette occasion et appuyer la motion que je dépose aujourd'hui? Monsieur le ministre des Finances.
Merci pour cette question. J'ai eu l'occasion d'écouter le premier ministre du Canada hier et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas l'air pressé de bouger sur ce dossier. Alors, j'ai constaté dans le budget fédéral qu'il y avait une aide et les parties prenantes de l'industrie nous ont dit que cette aide était insuffisante. Suite à cette information, nous poursuivons notre travail pour voir de quelle façon nous pouvons aider cette importante industrie. Et j'aimerais rappeler à tout le monde que nous avons déjà un crédit d'impôt pour la transformation numérique qui est très apprécié et qui est du même ordre de grandeur que l'effort que le fédéral vient de faire. Alors, nous regardons pour faire des efforts supplémentaires, mais dans le contexte de l'équité pour l'ensemble des contribuables. Question principale. Monsieur le député de Viau. Le coroner a déposé son rapport sur la mort tragique d'Athéna Gervais, décédée une année plus tôt après avoir consommé au moins une canette de Fucked Up, une boisson sucrée à forte teneur d'alcool. Certaines mesures ont été mises en place, Monsieur le Président, mais il est nécessaire et surtout urgent, et maintenant, de repousser ces limites. La saison estivale est à nos portes et le temps des balles définissants pour ces étudiants commence dans quelques jours. Le 28 mars dernier, nous avons interpellé la ministre de la Sécurité publique afin qu'elle mette en œuvre une campagne de sensibilisation. La réponse de la ministre, un comité. Plus de 2 mois se sont écoulés, Monsieur le Président, depuis cette intervention. Un comité, ce n'est pas suffisant. Une campagne de sensibilisation, on n'a plus le temps, Monsieur le Président. Ma question est fort simple. Quelles sont les actions qu'elle va poser maintenant afin de protéger nos enfants? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est une question très sérieuse et je me souviens très bien de la question du député de Viau qui était très pertinente. Et encore aujourd'hui, je veux l'assurer de tout le sérieux que nous mettons à travailler sur cette question-là. Comme le député le sait, les boissons de type Fucked Up, la vente est déjà interdite à plusieurs endroits. Donc, il y a déjà un bon pas qui a été fait dans la bonne direction. La consommation, c'est-à-dire la proportion d'alcool dans les boissons aussi, a été limitée depuis parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de pouvoirs et de devoirs qui incombent au gouvernement fédéral en cette matière. Heureusement, le gouvernement fédéral a agi encore récemment pour limiter encore davantage la proportion d'alcool dans ces boissons qui sont malheureusement très populaires chez nos jeunes. Mais vous le dites, et c'est dans le discours ambiant aussi, ça c'est une bonne chose. Effectivement, les balles de finissant, l'été s'en vient, l'effervescence caractéristique de l'été aussi. Alors, nous mettons en place tous les moyens, nous maintenons les discussions. Le comité dont je parlais, de la régie de l'alcool, des courses et des jeux, se penche sur un certain nombre de questions, notamment en rapport avec la consommation d'alcool. Et je peux vous assurer que nous arriverons très bientôt avec des décisions et des mesures bien concrètes, notamment pour le bien-être de nos jeunes. Cela met fin à la période de questions de réponse orale. Merci de votre collaboration.